Alors donc, moi, ma conférence s'intitule « Politiser la question animale et penser la justice envers les animaux ». Donc dans une introduction, je vais d'abord dire ce dont je ne parlerai pas et qui pourtant est impliqué dans le titre général du colloque pour vous présenter les deux points qui seront au cœur de cette communication. Alors, je ne parlerai pas d'abord du rapport entre la justice et la morale et pourtant, même quand on fait une réflexion politique, ce qui sera mon cas, eh bien, la question des traits moraux qui permettraient aux individus d'intégrer les animaux dans la sphère de leur considération, de faire que le respect des animaux soit une composante du respect d'eux-mêmes, est une question importante qui relève d'une approche de la morale liée à la question des émotions, leur rôle et de l'imagination morale, leur rôle dans la morale, et c'est vraiment important. C'est d'autant plus important qu'on l'a vu ce matin dans la première présentation de Sébastien Arsac, ce qui est en jeu dans la maltraitance animale, c'est aussi la violence de l'humain, son rapport à la domination, à l'exploitation des autres humains, des autres vivants. Il y a, comme disait Derrida, nous sommes en guerre contre nous-mêmes, il y a une guerre de la place de la pitié dans la justice, et cette guerre de la place de la pitié dans la justice, nos rapports aux animaux en sont le reflet. Mais je ne parlerai pas de ce point-là que je développe dans des livres précédents, Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, et que je reprends dans un livre qui paraîtra en janvier, qui est un manifeste animaliste, Politiser la question animale. La deuxième question dont je ne parlerai pas et qui pourtant est très importante, c'est la réflexion, il en a été question aussi ce matin, la réflexion sur le système économique dans lequel nous sommes, qui impose un abaissement constant des coûts de revient et qui fait que le profit dominant, justement, tous les secteurs de l'économie, eh bien, il est impossible de prendre en compte les conditions de vie, ce qu'on appelle le bien-être animal. Donc, et cela aussi, ce système d'exploitation qui est essoufflé aujourd'hui, dont il s'agit de sortir, eh bien, il est au cœur de la réflexion sur l'animal, laquelle a donc une dimension stratégique. Elle est intéressante, importante pour les animaux, mais elle est aussi importante car elle pointe bien des dysfonctionnements de notre société, qui sont à cheval au carrefour entre l'économie, le rapport à nous-mêmes, l'anthropologie et la politique. Alors moi, je vais plutôt, dans un esprit d'avenir, penser la transition vers une société prenant en compte les intérêts des animaux et des humains, donc pensant la justice à la lumière aussi des règles pouvant fixer la cohabitation entre les humains et les animaux, de telle sorte que ces règles ne soient pas fixées seulement au bénéfice des humains. C'est ce qu'on appelle la justice envers les animaux. Et je vais vous présenter donc ce que pourrait être la politisation de la question animale. Je vais reprendre des choses que j'ai fait un petit peu avant, car on m'a interdit de parler de ce que je suis en train de publier. Et puis il y a un certain nombre de choses. Je vais faire dans une première partie un bref rappel des différentes étapes de la philosophie de l'animalité. Pourquoi aujourd'hui la question de la justice envers les animaux et de la politisation de la question animale s'impose dans le débat actuel, en France et ailleurs, parce que ça s'inscrit dans une histoire. Et on verra qu'à chaque fois, c'est lié à une interprétation d'une notion dont il a été question ce matin, la notion de sentience, qui, vous allez voir, a bougé dans son contenu et qui est fondamentale pour définir ce que pourraient être des droits des animaux. Et ce sera ma deuxième partie qui sera justement la question qu'est-ce que serait une politique qui intégrerait les intérêts des animaux, une zoopolitique, comment penser cela, et je vous parlerai d'un ouvrage assez important qui a été traduit récemment et de mon propre travail. Donc en deux parties, d'abord, la justice envers les animaux, ça veut dire quoi ? Et quelles sont les étapes de la philosophie de l'animalité? Pourquoi on arrive aujourd'hui à une étape qui, à mon avis, est décisive, qui, à mon avis, est constructive et qui représente la politisation de la question animale? Eh bien, vous le savez sans doute, l'éthique animale, qui est une réflexion sur le statut moral, voire juridique des animaux, et une interrogation sur une dénonciation des exploitations, des usages abusifs des humains envers les animaux liés à ce statut moral, eh bien, l'éthique animale, elle est née surtout dans les années 70 et elle va de pair avec la dénonciation du spécisme, donc d'une discrimination injuste fondée sur l'espèce. Alors, c'est vrai que ces représentants majeurs, malgré leurs différences, Peter
Singer ou Tom Regan aux États-Unis, eh bien, ont en commun de penser la sentience comme sensibilité, comme capacité à souffrir ou éprouver la souffrance. Et donc c'est une réflexion qui est un peu capacitaire et qui est évidemment critique, qui va de pair avec la dénonciation de l'anthropocentrisme, mais qui se situe dans une vague très importante des études animalistes, mais qui a été succédée dans les années 90 par une deuxième approche de la question animale, qui était donc différente. Je pense que ces deux figures principales, ce ne sont pas les seules, mais quand même, ces deux figures principales sont Jacques Derrida et en France aussi Élisabeth de Fontenay. Et là, il s'agissait de voir comment, dans l'histoire de la pensée, notamment occidentale, eh bien, les humains, les philosophes se sont donné le mot pour penser l'animal au singulier en gommant son extraordinaire diversité et aussi en le pensant de manière négative ou privative, c'est-à-dire parce qu'il n'avait pas. Eh bien, l'humain n'avait pas le logos, la raison et le langage articulé, l'animal, donc du coup, il était en dessous. Donc il y avait cette critique par Derrida, Élisabeth de Fontenay, des représentations intellectuelles ayant institué un propre de l'homme à la lumière d'une distinction avec des frontières binaires tracées entre d'un côté la nature, de l'autre côté la culture, d'un côté la liberté, évidemment l'homme, de l'autre côté l'instinct, l'animal. Bref, tout un tas de frontières, de dualismes qui ont été déplacés, ça a été dit tout à l'heure, notamment par la philosophie, mais par les travaux des éthologues. Et effectivement, il y a toute cette vague, cette deuxième vague de la philosophie de l'animalité qui aboutit à nous faire connaître davantage la richesse des mondes animaux, mais aussi à voir ce qu'il y avait derrière un humanisme, c'est-à-dire une représentation de l'humain qui était un petit peu élitiste, voire qui contenait en germe la violence, l'exclusion, puisque à séparer l'humanité de l'animalité, comme dit Lévi-Strauss, eh bien, on déniait à une part d'humains qui n'auraient pas tout à fait la raison comme les Occidentaux, ou qui n'auraient pas les mêmes coutumes, on leur déniait aussi le droit à avoir des droits. Donc il y a, vous voyez, cette dénonciation de l'humanisme. Il y a une troisième vague dans laquelle je me situe, qui n'est pas dans la dénonciation, qui n'est pas dans l'opposition entre humanisme et antispécisme, mais qui va se demander et se placer du côté constructif de cette déconstruction des catégories ayant institué l'humain par différence avec les animaux, et qui se demanderait ce que serait un État, une éthique, une politique qui prendrait au sérieux les animaux. Donc là, ça ouvre cette troisième étape dans laquelle je me situe, dans laquelle se situe aussi le travail des Canadiens, dont je parlerai tout à l'heure. C'est une étape qui va politiser la question animale. Entendons-nous. C'est d'abord, elle part d'abord d'un paradoxe, d'un constat, c'est que des droits des animaux, il y en a eu, et il y a surtout beaucoup de théories qui soulignent le fait que les animaux ont droit à des droits, des droits négatifs, qu'il y a des interdictions protégeant leur inviolabilité, mais non seulement le respect de ces droits n'est pas acquis, n'est pas une chose acquise partout, mais surtout il y a un paradoxe insupportable puisqu'on n'a jamais autant parlé des animaux et pourtant leur condition est toujours aussi misérable et elle est même peut-être encore plus misérable qu'il y a quelques décennies en raison du poids démographique de notre société, du monde, et aussi du fait que le système qu'on peut appeler faute de mieux capitalisme ne fait que s'étendre. Donc on est un peu, si vous voulez, on est aujourd'hui dans ce paradoxe où il y a encore, si vous voulez, de l'utilitarisme pour les animaux au sens où il serait convenu qu'on les utilise alors qu'on respecterait la personne humaine. Et donc c'est pour dépasser ces contradictions que justement il va s'agir de politiser la question animale, c'est-à-dire de se demander ce que serait une politique générale, pas seulement, vous voyez, l'éthique animale est souvent un îlot, éthique là c'est général, une politique qui prendrait au sérieux les intérêts des animaux aussi. Alors évidemment, avec la difficulté suivante, c'est que ce sont en général les humains qui vont se définir, formuler les droits des animaux et faire entendre la prise en considération de leurs droits. Mais ça ne veut pas dire que l'humain sera la source de la légitimité. Mais en tout cas, vous voyez, à l'idée d'un élargissement de la justice à la question envers les animaux.
Alors, il y a beaucoup d'autres raisons qui font que la question animale ne soulève pas seulement une question morale, mais aussi une question de justice, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voudrais dire, en deuxième point, que la notion de sentience a évolué elle aussi. J'ai dit tout à l'heure que chez les premiers représentants de l'éthique animale, elle était capacitaire, capacité à éprouver la douleur et la souffrance, donc quelque chose de large. La souffrance, ce n'est pas seulement la douleur, c'est aussi un contenu psychique. Mais dans la deuxième vague, elle devient, la sentience, la vulnérabilité, c'est-à-dire un non-pouvoir au cœur du pouvoir, disait Derrida, qui souligne notre communauté de destin avec les animaux. Et plus précisément, la vulnérabilité n'est pas seulement n'est pas seulement susceptibilité à la douleur, elle est aussi au plaisir. Vulnus et blessure, c'est l'image de l'incomplétude du vivant. Et ça veut dire aussi, vous voyez, la force de cette catégorie, c'est que la question n'est pas de savoir s'ils sont des personnes, mais la question est de savoir s'ils sont quelqu'un. S'il y a un soi vulnérable derrière, eh bien derrière un chat, derrière un cochon, il y a quelqu'un, il y a toujours quelqu'un derrière la fourrure et les plumes, et ce quelqu'un a sa petite personnalité, c'est quelqu'un, et donc le droit protège le fait d'être un soi vulnérable, quelles que soient les capacités intellectuelles, cognitives que les individus, humains et non humains, peuvent avoir. Alors, la troisième étape, donc la politisation de la question animale, eh bien elle pense la sentience de manière peut-être plus riche, en tout cas à mon avis, elle la pense comme agentivité. C'est-à-dire que la sentience n'est pas seulement le fait de pouvoir éprouver la souffrance, la douleur, la joie, mais elle est aussi le fait d'avoir des intérêts, donc des préférences individuelles et des intérêts préservés, et elle est aussi la capacité à résister aux conditions difficiles qui sont imposées dans l'élevage ou ailleurs. Elle est la capacité à communiquer son individualité. Autrement dit, l'agentivité, c'est le fait d'être un moi individué, de vivre sa vie à la première personne et d'être capable de communiquer justement tout cela et de manière à être compris. Alors même si nous ne comprenons pas, et même si nous, la plupart du temps, nous soumettons les animaux à des conditions telles de captivité ou autres qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais cette agentivité, vous voyez, elle fait que les animaux ne sont pas seulement des patients moraux, qui seraient les objets de notre considération, ou même les objets du droit, qui seraient protégés par la loi, qui érigeraient une barrière protégeant leur inviolabilité, pour citer le terme de Locke, quand il parle du droit, le droit érige une barrière protectrice entre un être qui ne peut pas être utilisé au service d'un autre. C'est ça le droit protégeant l'inviolabilité, et c'est un droit négatif, c'est-à-dire qu'il impose des interdictions de dépecer, d'utiliser comme ça. Mais donc les animaux ne sont pas seulement des objets du droit, des patients moraux, mais ça va être des sujets politiques, c'est-à-dire des êtres qui ont des intérêts et qui comptent, qui font partie de la même communauté, pas seulement morale, mais d'abord mixte avec nous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils partagent la terre, l'oikos, la maisonnée commune avec nous, parce que nous habitons quelque part et que dès que nous habitons, nous cohabitons. Parce que dans nos activités, la plupart d'entre elles, nous avons un impact, pas seulement sur les autres humains, présents et à venir, mais aussi sur les animaux, quand nous construisons des ponts, quand nous construisons des villes, quand nous abattons des arbres, eh bien, ces forêts ne sont pas vierges, elles sont habitées par des vivants, ces cieux sont remplis d'oiseaux, notre souveraineté est partagée. Bref, nous vivons avec les animaux et cette cohabitation est le point de départ de la prise en considération d'une théorie qui ne soit pas borgne, qui ne soit pas chauvine, une théorie de la justice qui s'attache à définir les règles de la cohabitation, d'une cohabitation qui ne soit pas seulement au seul bénéfice des humains. Donc c'est ça que veut dire la zoopolitique. Notre politique, qu'on le veuille ou non, n'est pas seulement un jeu entre humains, elle est aussi un jeu, non seulement avec les écosystèmes, mais elle est un jeu aussi avec les animaux. Étant entendu qu'il y a, et on verra que c'est peut-être le problème de la plupart des théories, une asymétrie entre eux et nous, qui est non pas liée à des différences d'intelligence et tout ça, mais liée au fait que les animaux
peuvent avoir des droits en vertu de leur agentivité, au sens où leurs besoins de base, les besoins éthologiques des poules d'étendre leurs ailes, des cochons de fouiner le sol, limitent notre droit d'en user comme bon nous semble, ce qui veut dire que l'élevage industriel est un problème d'injustice, car nous nous octroyons des droits absolus que nous ne pouvons pas avoir, en théorie, puisque les droits, les besoins de base des animaux devraient limiter notre droit de les exploiter n'importe comment, mais plus profondément, si on tire les conséquences de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que les animaux ont la capacité d'exprimer leurs préférences, d'exprimer qu'ils veulent nouer des liens ou pas avec d'autres animaux ou d'autres humains, c'est le point de départ de droits que nous formulerons, nous, humains, mais dont nous ne sommes pas les maîtres, les détenteurs, dont nous ne sommes pas la source. Donc on peut définir, formuler des droits sans être, nous, humains, la source des droits. Mais alors, vous voyez, la question que je vais poser, donc c'est le deuxième point, c'est comment penser cette communauté mixte, de fait, que nous formons avec les autres animaux. Eh bien, il y a eu en 2011 un livre que je considère comme un livre majeur, qui est juste traduit en français la semaine dernière, qui s'appelle Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, fait par Kim Lika, qui est un philosophe politique, et sa femme, où justement, ils disent que voilà, les théories des droits classiques sont fondamentales, puisque, évidemment, elles octroient des droits négatifs aux animaux, mais elles ne suffisent pas. Parce que, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, ces droits qui protègent l'inviolabilité des animaux, devant en théorie les soustraire à l'enfermement, au dépeçage, etc., sont violés. Mais surtout, il a dit qu'il faut qu'on sorte de ces incohérences entre la théorie et la pratique et qu'on arrive à passer des interdictions aux droits négatifs à des droits positifs. C'est-à-dire qu'au lieu, on va essayer de voir ce que seraient nos obligations concrètes à l'égard des animaux. Et nos obligations concrètes à l'égard des animaux, ça voudrait dire savoir ce que concrètement, presque au cas par cas, ils sont en droit d'attendre de nous, compte tenu de leur situation. Quand ils sont des animaux sauvages, ils ne veulent pas vivre avec nous, mais ils vivent dans des communautés sur un territoire donné, selon leurs normes propres, et nous approprier leur habitat, c'est la violation d'une limite, c'est une injustice, car c'est la transgression de leur droit à exister. Les animaux domestiques sont en droit d'attendre de nous, peut-être le couvert et le soin, puisque nous les avons introduits à la maison, d'homus domestiques, et ils ne sont pas tout à fait indépendants. Par conséquent, les devoirs ou obligations concrètes que nous avons à l'égard des animaux domestiques ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux et celles que nous avons à l'égard des animaux sauvages. Enfin, il y a ces animaux qu'ils appellent liminaires, comme les écureuils, les pigeons, mais aussi les rats, qui ne veulent pas trop vivre avec nous, ne sont pas trop domesticables, voire pas du tout, mais qui s'installent à proximité de notre domicile parce qu'ils trouvent un peu de nourriture, etc. Et la plupart du temps, nous leur dénions le droit à exister en les chassant, en les mettant de côté, ou plutôt les déplaçant, ou en les éradiquant, piégeage, etc. Et là aussi, Kim Lika et Donaldson disent « ce n'est pas juste, car nous nous octroyons un droit absolu sur ces êtres comme s'ils n'avaient aucun droit à exister ». Donc, comment définir ces règles de la cohabitation ? La première réponse, c'est une théorie de la justice, une théorie politique des droits des animaux, qui est une théorie relationnelle, c'est-à-dire qu'on part des relations que nous avons avec ces animaux. Attention, ça ne veut pas dire que c'est l'humain qui décide de la valeur des êtres. D'ailleurs, le droit ne dit rien de l'être des êtres. Le droit est là pour régler la coexistence et d'indiquer les limites que nous ne devons pas transgresser dans notre cohabitation avec ces êtres. Et ce qu'ils disent, c'est que justement, nous avons des devoirs différenciés. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas obligé de donner une gazelle au lion dans la jungle, alors que son animal de compagnie, on a le devoir de le nourrir. Alors, dans l'idéal, de le nourrir de façon végane, mais c'est pas facile quand on a un chat. Et d'ailleurs, ils en parlent également dans ce livre, je trouve tout à fait intéressant. Donc, mais en tout cas, il y a des devoirs différenciés, et ça vient de quoi ? Ça vient en fait de l'apport de la théorie libérale, de la philosophie politique, qui a évolué depuis les 20 dernières années.
il y a deux choses qui l'ont fait évoluer. Un, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement droit à des droits quand on a une égalité de pouvoir entre êtres. L'asymétrie, les êtres qui sont dans une situation de vulnérabilité faisant qu'ils ne peuvent pas contribuer à la société, les êtres qui ne sont pas des agents délibératifs. C'est-à-dire qu'ils sont des agents moraux, mais ils n'ont pas de philosophie de la vie, parce qu'ils ne parlent plus, ou ils ont eu des handicaps intellectuels. Eh bien, ces êtres-là entrent quand même au cœur du contrat social, qui n'est plus défini seulement par la règle du donnant-donnant et l'égalité. Ça, c'était la première évolution. La deuxième, c'est la théorie du multiculturalisme. C'est-à-dire, il prend un exemple, quand nous prenons l'avion, nous avons tous, en sortant de l'avion, en arrivant à New York, le droit d'être protégés contre la torture et le meurtre comme ça. Mais nous n'avons pas tous le droit de vote, si on n'est pas citoyen américain. Donc du coup, il dit, de même, les animaux ont tous des droits qui les protègent, comme je disais tout à l'heure, comme cette inviolabilité qui est protégée, cette barrière protectrice érigée entre eux, afin que tout ne soit pas fait, il n'y a pas d'abus, mais on n'a pas les mêmes obligations concrètes à leur égard, et cela va décider au cas par cas des choses qu'on doit ou pas faire. Par exemple, de l'interférence que l'on doit avoir, et chez Kymlicka, il n'y a pas du tout l'idée que, s'agissant des animaux sauvages, il faut les laisser vivre comme ils peuvent, comme ils veulent, quand il y a, par exemple, des inondations, des incendies, et surtout des dégâts causés par le fait que les humains colonisent toute la Terre. Eh bien, nous avons un devoir de réparation, non pas en les mettant dans des sanctuaires pour se donner bonne conscience, mais en leur procurant un autre territoire où ils peuvent continuer à vivre selon leurs règles propres. Donc vous voyez que les catégories de souveraineté pour les questions des animaux sauvages qui sont liées à l'idée d'un territoire, les catégories de résidents qui sont appliquées aux animaux liminaires qui s'installent sur notre territoire et qui n'ont pas tous les droits, mais qui doivent quand même ne pas être transformés en esclaves, et les catégories de citoyens qui s'appliquent aux animaux domestiques, qui impliquent vraiment un devoir de soins, etc., sont des catégories humaines qu'ils transfèrent aux animaux et qui peuvent avoir un rôle méthodologique, nous aidant à comprendre ce que serait une société organisée avec plus de justice envers les animaux. J'arrive, pour finir, à la dernière partie, je vais aller plus vite, alors les critiques que moi je pourrais faire à cette théorie magnifique, ce livre magnifique, très bien écrit, qui donne beaucoup de pistes et avec beaucoup de cas par cas, eh bien, c'est que peut-être les auteurs ne prennent-ils pas assez en compte l'asymétrie existant entre eux, les animaux, et nous, une asymétrie qui n'est pas liée à une différence liée à notre pouvoir technologique un peu, mais qui n'est pas liée à une différence d'intelligence, mais qui est liée au fait que pour que les animaux aient des droits reconnus, écrits, comme dit Hobbes, ce droit, c'est lié à l'écriture, eh bien, il faut que les humains les formulent, les reconnaissent, même si les humains ne sont pas la source de légitimité de ces droits. Justement, même si ces droits protègent les animaux en énonçant justement ce que peuvent être leurs intérêts et quelles sont les limites à ne pas franchir pour les respecter vraiment. Mais donc voilà, alors moi personnellement, dans les nourritures, notamment en philosophie du corps politique, j'avais conçu une théorie politique générale, dans la deuxième partie, qui englobait, qui faisait de la prise en compte des intérêts des animaux un des devoirs principaux de l'État, à côté des finalités classiques du politique, à savoir la sécurité, c'est-à-dire la coexistence pacifique des libertés, et la réduction des inégalités iniques, qui sont les deux finalités classiques du contrat social de Hobbes à aujourd'hui, mais qui est un contrat social seulement humain. Et moi, j'ajoutais la question animale, j'ajoutais aussi la protection de la biosphère et un certain nombre de choses liées aux générations futures, sur l'emploi des techniques, etc. Mais pourquoi je l'ajoutais? Non pas parce que ça me plaisait, mais parce que, justement, je partais du fait que nous vivons, à vivre, quand on prend au sérieux le fait que l'existence est matérielle et liée à la matérialité au corps, eh bien, c'est manger, c'est habiter, occuper l'espace, donc cohabiter avec les autres humains et les non-humains, c'est donc occuper l'espace, c'est être né, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs existences, le trouble de plusieurs existences derrière la mienne. Bref, la description en particulier de l'acte de manger fait surgir un sujet qui est toujours relationnel, qui est toujours en rapport avec les autres humains et les non-humains, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils soient tout seuls à sa table
ou qu'il partage son repas. C'est-à-dire que l'éthique n'est plus une discipline intellectuelle disant le bien et le mal, mais elle est la place que j'accorde en mon existence à l'existence d'autrui, y compris du plus autrui, de tous les autrui, comme disait Lévi-Strauss pour parler des animaux. Alors, ça veut dire qu'à partir d'une fondation du politique, non pas sur un sujet atomiste, individuel, défini seulement par la liberté, mais sur un sujet corporel, relationnel, dont la vie est toujours débordée par celle des autres, y compris non humains, alors, quand on reconstruit le politique, eh bien, le contrat social ne peut plus être borné à des affaires strictement humaines, et la justice d'elle-même implique le partage des nourritures et la prise en compte des intérêts humains. Alors, là, évidemment, en contrat social, ça veut dire que c'est un artifice, parce qu'évidemment, déjà entre nous, quand on n'est qu'entre nous, la paix, eh bien, l'intérêt commun ne suffit pas à instituer la paix. Nous avons toujours des conflits. Hobbes disait qu'on n'est pas sûr de vouloir aujourd'hui demain ce qu'on veut aujourd'hui, et toujours des dissensions entre les humains, contrairement aux sociétés animales qui voient tout où est le bien commun, les fourmis, les abeilles. Donc il faut instituer le bien commun, mais et la dernière construction de cela, c'est que pour que ça marche, surtout dans une démocratie fondée sur le consentement, il faut que les gens consentent à changer leur style de vie. Il faut que les gens, même s'il y a des normes, même s'il y a un certain nombre d'organisations, puis d'innovations institutionnelles permettant de faire entendre cette représentation des animaux, n'empêche qu'il faut au final que les individus acquiescent de plus en plus. Alors, donc, il y a tout ce volet en construction qui a donc, comme vous le voyez, un côté normatif sur des principes qui se retrouvent au cœur de la Constitution, des innovations institutionnelles que j'ai beaucoup détaillées dans les nourritures, avec une troisième chambre, etc. Il y a aussi un volet éthique, je parlais au début du propos. Et en conclusion, donc je voudrais dire que, vous voyez que la question animale n'est pas une question isolée des autres. Et moi, en tout cas, mon travail, c'est de la prendre au cœur d'une théorie générale plus globale. Alors, concrètement, il y a l'idée de faire, dans un court terme, de l'amélioration de la condition animale au minimum, un objectif non négociable, inscrit en politique et, à mon avis, avec un maître mot qui est celui de la transition et de la reconversion. Dans un temps court, sans doute faut-il insister pour que les acteurs de l'économie aussi participent à cela et qu'on voit comment concrètement amener de plus en plus une amélioration de la condition animale. Cela ne veut pas dire que le welfarisme ou le simple amélioration soit le dernier mot. Moi, je pense que le temps long, ou plutôt l'horizon de ce travail, c'est effectivement la fin de l'exploitation, qui est peut-être pas de l'utilisation. Ça, Kim Lika, il n'est pas complètement vegan au sens où il est pour, par exemple, les chiens d'aveugle. Donc l'utilisation. Mais l'exploitation, c'est la domination d'un être qu'on soumet à des conditions pour qu'il nous serve. C'est faire des animaux des esclaves. Moi, je crois vraiment qu'il y a ici, aujourd'hui, une cause animale qui est aussi la cause de l'humanité, qui s'inscrit dans le sens de l'histoire. On pourrait le démontrer avec l'histoire des luttes. Il y a une convergence qui est irrésistible maintenant et irréversible. Maintenant, il faut savoir comment le faire. Je pense qu'il y a des outils, et moi, personnellement, je les ai condensés de manière très claire et simple, pour une fois, dans le manifeste qui paraîtra. Mais je crois aussi qu'il y a 2-3 points à dire. C'est que pour porter cette cause dans un monde spéciste, dans un monde où les gens sont élevés avec l'idée que c'est normal d'exploiter les animaux, il faut donc avoir de la bienveillance pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux sur la souffrance animale et ne pas contempler sa pureté dans l'impureté d'autrui. Donc il y a vraiment l'idée d'une générosité et de savoir ce que chacun peut faire de mieux compte tenu de son talent, de sa place, de son statut, de ce qu'il est, pour faire avancer cette cause qui est vraiment, selon moi, la cause d'humanité et qui permettra aussi de sortir d'un système infernal que je trouve le mot domination exprime bien, car la domination, encore une fois, c'est le fait de s'imposer en écrasant l'autre, qu'il s'agisse d'un autre humain, qu'il s'agisse d'une autre nation, qu'il s'agisse d'un autre vivant. Et pour cela, je crois qu'on a besoin de conjuguer les talents des uns et des autres. Je vous remercie.
Merci beaucoup. On va prendre par trois les questions. Y a-t-il des interventions qui viennent de la salle ou non? C'est la phase de digestion, pas de réaction immédiate. Je regarde, si, pardon. Merci. Moi, je voulais rebondir par rapport à la partie où vous avez parlé, c'est peut-être un petit peu bête par rapport au fait d'avoir un animal de compagnie. J'en ai personnellement un. Donc justement, j'ai un engagement personnel dans le sens où j'ai pris la décision donc de m'occuper de lui. J'ai bien conscience qu'il en avait besoin. C'est un animal qui serait malheureusement plus du tout capable d'agir par lui-même et de trouver sa nourriture, etc., de par la domestication qui est la sienne. Et justement, il y avait un vrai conflit d'intérêts entre l'intérêt, parce que ce qui peut attendre de moi, c'est un chat. Hein, voilà. Voilà. Donc, ce qui peut attendre de moi, c'est que je lui apporte de la nourriture. La nourriture d'un chat est de base une alimentation carnée. Donc, on a ce qui peut attendre de moi en tant qu'alimentation carnée. Et ensuite ça va quand même à l'encontre de mes principes, parce que je suis moi-même végétalienne, de lui donner de la nourriture animale. Donc voilà, vraisemblablement, c'est évoqué dans le livre dont vous avez parlé. Je voulais savoir un peu quelle était votre vision par rapport à ça. Comment on peut conjuguer les deux, c'est-à-dire respecter ce que notre animal de compagnie peut s'attendre de nous, mais également être en cohérence avec nos convictions propres. Voilà. Donc, comme il n'y a pas d'autres... c'est ça, oui, tout à fait. Oui, alors c'est vrai que le chat pose un problème. Alors de fait, il existe des croquettes véganes avec de la taurine qui permettent de pallier les carences qu'il ne manquerait pas d'avoir sinon. Mais c'est vrai que les chats, moi j'en ai un aussi, elles n'aiment pas trop. Parce que quand on adopte un animal qui parfois, moi c'était le cas, était déjà adulte, qui avait ses petites habitudes, non seulement il y a quelqu'un derrière la fourrure, mais c'est quelqu'un, eh bien, moi, elle boudait. Donc du coup, comme je suis très faible, eh bien, je fais comme vous, c'est très mal, je continue à donner des croquettes avec alimentation carnée et je ne suis pas très fière. Je crois que bon, c'est des questions, ça, mais c'est vrai, c'est un gros problème. Ou même d'ailleurs, Kim Nika est dans le livre, là, ils disent aussi que les chats, vous savez, quand ils vont dehors, ils tuent beaucoup. Ils tuent, c'est des tueurs, hein. Tout ce qui passe. Hein. Donc du coup, effectivement, mettre une petite clochette pour les empêcher de tuer les rossignols, d'accord, mais de toute façon, il y aura les escargots, tout y passe. Hein. Un chat dans un jardin. Donc effectivement, bon, cela dit, alors Gary Francione, les partisans de l'abolitionnisme sont contre la domestication, même l'adoption. Bon, par exemple, Kim Nika, moi je suis plutôt assez proche de ça, ils sont contre l'exploitation, mais pas l'utilisation. Et pas le sauvetage. L'utilisation, là, ce serait pas... Mais pas le sauvetage, et là, bon, il y a des compromis au cas par cas. Moi, je pense que... Je crois que... moi, ce que je me dis, c'est que le prochain chat que j'aurai, si je l'ai petit, chaton, je lui mettrai des croquettes véganes. Mais celle-là... Ah. Oui. Excusez-moi, c'est juste une réaction, mais ce que vous venez de dire, c'est quand même, si je peux me permettre, un manque de respect du chat. Pourquoi lui imposer une nourriture qui n'est pas la sienne ? Oui, mais dans l'interaction avec les animaux domestiques, nous imposons beaucoup de choses, par exemple la stérilisation, etc. Donc si on veut être puriste, dans ce cas, on est comme Francione, on n'en adopte pas, etc. Bon, moi je ne suis pas puriste, et donc du coup, voilà, bon, ben, moi j'ai un chat, je l'ai adopté, elle allait être euthanasiée, je l'ai eu à 2 ans, elle est stérilisée, elle mange des croquettes, bon voilà, j'ai pas été forte, je n'ai pas imposé les bonnes croquettes véganes, et comme je suis gâteuse, je la laisse. Bon, mais c'est pas bien. Je pense qu'il y a aussi des... Je crois qu'à l'époque, quand je l'ai eu, il n'y avait pas les mêmes croquettes véganes. J'étais moins au courant aussi. Il y a maintenant des sites extrêmement bien faits où justement on peut... Bon, voilà. Mais ce n'est pas les questions essentielles. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'est l'exploitation animale, le système d'exploitation actuel, qu'il faut démanteler, cet éternel Treblinka, eh bien, la question du chat, qui est un petit dilemme sympathique, bon... on peut peut-être la mettre en suspens. Mais ce qui est point de votre réflexion, c'est sur les innovations culinaires et tout le type d'innovation sur l'alimentation, sur les vêtements,
qui permettrait aux gens de pouvoir s'habiller, manger ou nourrir leurs animaux sans utiliser les produits animaliers, sans exploiter les animaux, mais pour pouvoir le faire plus facilement. On rêve tous d'un jour où ce sera facile d'être vegan. Plus facile, parce que c'est plus facile maintenant qu'hier. Mais ce n'est pas encore si facile. Ouais. J'ai pas encore lu Zoopolis, donc ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur les animaux sauvages. Quelque part, les animaux d'élevage, la solution est assez facile. Enfin, c'est pas tellement, c'est de ne pas les faire naître, en fait, en gros. Voilà. Et mais sur les animaux sauvages qui sont là et qui se reproduisent d'eux-mêmes, hélas, on pourrait dire. Non, je sais pas, je retire ça. Mais dans ce cadre-là, on a l'impression que... alors, je sais pas justement quelles sont leurs approches, quelles sont leurs réflexions là-dessus, c'est de voir les animaux sauvages comme un tout, comme les animaux à l'intérieur de leur espace de vie, et à l'intérieur de cet espace, il y a des conflits, il y a des interdépendances entre les animaux, il y a des animaux qui en mangent d'autres. Oui. Et du coup, par rapport à l'ingérence qu'on peut avoir sur les conflits humains aussi, de toute façon, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, ou c'est simplement, on préserve leur espace et puis ils se débrouillent à l'intérieur de cet espace, alors qu'il y a des relations de domination qui, je ne sais pas s'il y a l'intention, mais il y a la victime s'en fout à la rigueur qu'elle soit dominée ou pas. Il se trouve qu'elle est blessée, qu'elle vit dans la peur, etc. Et je pense que j'ai pas une approche assez précise, hein, et du coup je me dis, est-ce que c'est pas un bloc, on met tous les animaux là-dedans et puis on évite de se poser le problème quelque part, il est un peu... Non, justement, il y a du cas par cas dans ce travail de Zoopolis qui est tout à fait intéressant, parce que sur les animaux sauvages, ils sont très divers. Effectivement, il y en a qui sont des prédateurs, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il refuse une approche qui serait justement, on les laisse se débrouiller, de la non-interférence. Il y a vraiment l'idée, et attention, c'est une théorie politique des droits des animaux qui vise à établir des règles de la cohabitation entre humains et non-humains qui soient justes. C'est-à-dire que le lion dévore la biche, ou la girafe, etc., ça n'intéresse pas la justice humaine, selon Kim Lika. Par contre, ce qui intéresse la justice humaine, c'est quand on déforeste, on détruit, on fragmente l'habitat des animaux, conduisant à des comportements, voire un peu voyous. Chez les éléphants, c'est assez clair, hein, quand on fragmente leur habitat, on détruit les matriarcats, etc. Bon. Et puis, quand il y a des catastrophes qui, loin d'être naturelles, sont le résultat des interventions humaines, des incendies, de la pollution, etc., que nous avons contribué à créer ou que nous avons carrément créé, alors l'humain doit justement réparer, mais sans sanctuariser. Ce qui est les sanctuaires, c'est vraiment, on enlève le milieu naturel aux animaux et on les parque quelque part pour se dire qu'ils continuent d'exister. Ça, il refuse ça. Mais il ne supprime pas la prédation. Il n'interfère pas, par exemple, sur les relations de domination, effectivement, qui existent à l'intérieur, entre les espèces. Donc ça, ce serait un autre débat. Car la grande question de Kim Lika, qui est aussi la mienne, c'est que serait un État? Que serait une justice qui donnerait des outils pour que d'abord les intérêts des animaux dans leur diversité soient pris en compte, toujours en négociant, et pour que les règles de la coexistence ne soient pas définies seulement au bénéfice des humains. Ou les forêts, regardez avec les orang-outans, on enlève leur habitat, on brûle, et ils ont qu'à faire quoi? Mourir. Donc c'est ça la question, c'est pour ça que ça ne couvre pas tout. C'est qu'est-ce que serait un État, ce serait déjà pas mal, hein, qui prendrait au sérieux, finalement, un État qui ne reposerait pas, une justice qui ne reposerait pas sur des fondements spécistes et qui se donnerait les moyens de non pas proclamer seulement des droits universels de base pour les animaux, protégeant leur inviolabilité, mais déterminant pratiquement au cas par cas les règles justes ou plus équitables d'une cohabitation. Puisque ce monde est un monde d'une communauté mixte qu'on appellera politique, puisque nos intérêts sont souvent opposés.
humains, non humains. Pas toujours, mais souvent. Voilà, donc c'est ça, c'est déjà pas mal. Tout ceci, ça implique quand même une critique de la démarche scientifique et technique. Dans la mesure où c'est un mélange de connaissances et de pouvoir. Pouvoir, ça va vers optimisation, exploitation, rendement, et qui s'applique autant aux hommes qu'aux animaux. Je veux dire, disons, la société, l'organisation du travail, tout ça, ça va en vue d'obtenir un rendement optimal du matériel humain. Donc, je veux dire, est-ce que c'est pas à ce niveau-là qu'il faudrait aussi reprendre les choses ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'amélioration possible de la condition animale, et il n'y a pas, ce qui est mieux, de justice envers les animaux sans un changement de système de production et de distribution, c'est-à-dire sans une sortie de ce qu'on appelle faute de mieux capitalisme, mais qu'il faudrait peut-être appeler autrement, car surtout en France, on a tendance à penser le capitalisme comme la lutte des classes. C'est pas seulement ça. Je crois que c'est vraiment un système de production fondé sur l'abaissement du coût de revient et la négation de la valeur des êtres impliqués. La transformation de l'agriculture en industrie, de l'élevage en industrie, etc. Donc c'est ça. Et effectivement, la technologie participe beaucoup de cela, elle est alliée de cela. Mais voilà, et ça c'est quand même, ce monde-là, il est quand même organisé par les humains. Même les taureaux, les éléphants ne font pas cela. C'est-à-dire que ça, c'est quand même ce qui a été fait. Et il y a, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une convergence. C'est-à-dire que la question animale émerge effectivement de manière importante et stable, je crois, parce qu'elle est aussi le reflet, elle entre en résonance avec la prise de conscience d'un modèle essoufflé. Au niveau économique, au niveau de la production, au niveau écologique, on l'a dit ce matin, et au niveau même d'un système qui dégrade les humains, les poussant à consommer toujours plus, des biens privés, sans justement envisager leur impact sur les autres, et qui est fondé, c'est vrai, sur une conception très atomiste du sujet, qui avait le droit de consommer, qui se pensait comme un empire dans un empire. Voilà, donc ça je crois que c'est pour ça que la question animale est à la fois grande pour eux et pour tout ce que nous faisons et que nous ne paierons pas, puisqu'ils n'auront pas, contrairement à tous les opprimés du passé, les animaux n'ont pas la mémoire des siècles de violence que nous avons exercés contre eux et leurs ancêtres. Mais effectivement, il y a quand même... elle est importante pour eux, mais elle est importante aussi parce qu'elle est le reflet de ce que nous avons laissé faire, de ce que nous sommes devenus. Pourquoi le profit s'est-il imposé partout? Pourquoi un système qui est quand même un colosse au pied d'argile, parce que pour que le système capitaliste fonctionne comme il fonctionne, il faut qu'il y ait le marketing, il faut que les individus consomment et soient complètement à la recherche de gadgets, d'une montagne de gadgets, comme disait André Gortz. Et c'est quand même, et puis qu'il ait cette idée qui va, son bien-être, sa valeur est liée à la possession d'objets qu'autrui ne peut pas avoir. Vous savez ce que disait André Gortz, le capitaliste qui est fondé sur des pauvretés relatives. Au début, la voiture, et puis après, la grosse voiture qui sépare les riches et les pauvres, etc. Donc c'est un système qui est fondé sur une anthropologie qui divise. Mais c'est un système, d'une certaine manière, nous avons la chance, il est complètement essoufflé. L'idée, c'est qu'il faut savoir par quoi le remplacer. Et pour ça, et de manière, je dirais, généreuse, pas en faisant n'importe comment. Et il y a des outils, il y a des indicateurs aujourd'hui, il y a des économistes qui travaillent sur les indicateurs économiques. Comment mesurer la croissance autrement, en intégrant justement l'impact écologique. On pourrait ajouter en intégrant vraiment l'impact de la viande. C'est évident qu'il faut aller vers ça. Ces outils-là sont les outils de demain, même d'aujourd'hui. De même au niveau d'une reconstruction du politique qui part pas de manière verticale, mais plus avec les associations, plus ce que moi j'avais décrit dans la fin des nourritures. Il y a vraiment une convergence, c'est-à-dire que la question animale est aussi l'occasion d'une reconstruction de la démocratie et d'une manière d'être ensemble différente. C'est pourquoi elle mérite d'être portée de manière diverse, mais d'être portée, et qu'il ne faut pas rater l'occasion. Et je pense qu'à se polariser sur des questions peut-être moins centrales ou à peut-être diviser trop ou monter les uns contre les autres, même si c'est une question qui est difficile et qui
mettra au cœur, qui va soulever les oppositions de puissants intérêts économiques et aussi qui suppose de sortir du spécisme dans lequel nous sommes nés, donc c'est quand même pas évident. Mais si on se borne à opposer les uns aux autres, c'est clair qu'on échouera. Donc du coup, c'est quand même un moment, à mon avis, le moment aujourd'hui est capital. Il y a quelque chose à prendre dans les années qui viennent, ou pas. Et ça rencontre la transition écologique, ça rencontre la transition vers une démocratie moins verticale, ça rencontre une moindre professionnalisation de la vie politique, une réorganisation, ça rencontre une redécouverte de la notion de vie bonne, qui n'est pas seulement la vie avec beaucoup de choses, qui est une vie autrement, etc. Donc tout un pan de la réflexion philosophique qui est à la pointe, et de ce que tout le monde sent. Et ça se joue, c'est vrai, dans l'alimentation. Parce que dans l'alimentation, vous avez tout ça. Vivre bien, manger bien, avoir un impact sur autrui, sur ceux qui distribuent, sur les circuits de distribution, sur les humains, les animaux, sur la malnutrition, 865 millions de personnes, la faim, 1 milliard malnutrition, 2 milliards malnutrition, ça fait 3 milliards de personnes dans le monde qui ont des problèmes d'alimentation, c'est quand même beaucoup. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que manger, c'est au cœur de la redéfinition de l'éthique qui est vraiment la place, en tout cas moi je la définis comme ça, que j'accorde dans mon existence à l'existence des autres. Une dernière intervention ici. Merci par rapport à votre exposé, donc je vous remercie pour sa qualité. J'ai 2 questions qui me viennent. En affirmant l'humain n'est pas la source du droit, vous mettez en question l'anthropocentrisme et la loi du plus fort, du dominant de fait. Dans une société laïque, non théocentrée, quelle peut être la source du droit? Et puis la deuxième question qui me vient, c'est par rapport à Derrida que vous avez nommé. Il a parlé de la honte, de l'indignité que pourraient provoquer donc ces pratiques scandaleuse. Et donc, comment surmonter cette honte sans tomber dans la haine de soi et sans tomber dans la violence? Oui, alors votre deuxième question, moi je trouve que c'est une question fondamentale. Comment faire que la colère, la souffrance des bêtes et la souffrance du fait que ce soit des humains qui fassent ça, la honte, vous avez raison, comment faire qu'elle ne devienne pas quelque chose de destructeur, mais qu'elle devienne une motivation à agir? Ça, je crois que c'est central. À mon avis, quelqu'un qui tombe dans la question animale, c'est-à-dire qui un jour ouvre les yeux et qui arrête de manger de la viande, qui va grâce souvent aux vidéos, mais pas seulement. Bon, effectivement, il y a un moment très difficile et la tentation peut être de haïr, c'est sûr. Et je crois que justement, il ne faut pas le faire. Qu'il faut essayer d'être assez fort pour transformer ça en motivation, en engagement. Pour un monde meilleur. Mais c'est évidemment difficile et beaucoup de personnes, sans doute, déplacent leur malaise vers la question, malheureusement, leur peu d'amour d'autrui vers... Bref, moi je dirais que pour porter la cause animale, il faut faire la paix avec soi-même, ce qui n'est évidemment pas facile. La première question, l'homme n'est pas la source exclusive du droit. Eh bien, le fait que les animaux existent, leur existence limite mon droit d'user et d'abuser d'eux comme bon me semble. L'existence de l'autre, c'est justement la source de l'éthique. C'est ce qui limite mon droit de tout faire impunément. Et surtout quand cet autre vit sa vie à la première personne, est individué, est un soi vulnérable, et qu'en plus le droit protège les sois vulnérables depuis quand même assez longtemps. Il y a devoir de respect vis-à-vis des plantes, devoir négatif, mais aussi devoir de respect. Il y a rapport de justice vis-à-vis de tous les êtres sentients, car ce ne sont pas seulement les objets de mon respect, les objets du droit, mais ce sont des agents moraux, l'agentivité, qui expriment leur vie à la première personne et donc qui ont des intérêts qu'ils communiquent, et c'est cela qui doit être le point de départ des droits par nous formulés. Formulés, alors il faut déjà entendre. Du coup, quand je disais tout à l'heure, compte tenu du fait que les animaux sauvages, les loups ou les éléphants, vivent selon leurs normes propres et des sociétés souvent très subtiles, dans des territoires qu'ils ont choisis, qui peuvent changer. Et donc, ces territoires, ils les ont occupés avec des difficultés, on sait bien. Eh bien, ces territoires-là ne sont pas notre propriété absolue.
Et donc, nous ne pouvons pas décider du jour au lendemain de tout raser pour mettre des hôtels en plein désert. Je ne sais pas si on le fait, mais enfin bon. Vous voyez, ça veut dire c'est ça, la justice. C'est les règles de la coexistence et qui tracent les limites à ne pas franchir, à ne pas transgresser pour justement pouvoir faire en sorte que ces intérêts des êtres, que donc nous allons entendre et formuler, mais dont nous ne sommes pas les maîtres, que nous allons découvrir, puissent être formulés. Ça veut dire que le droit a un défi. C'est un outil qui doit aussi traduire les obligations concrètes que nous avons à l'égard d'eux en partant de leurs intérêts et de leur agentivité. Voilà ce qu'il y a dans cette petite phrase, un peu rapide. L'humain n'est pas la source exclusive du droit. Mais il est celui qui traduit. C'est lui seul qui contractualise. Hobbes disait, il n'y a pas de contrat social avec Dieu, ni, s'il existe, ni avec les animaux. Car il faut pouvoir en sortir, d'abord, il faut pouvoir l'écrire, il faut pouvoir... voilà, ça c'est pas... Il y a cette asymétrie. De même, la théorie de Kymlicka souffre à mon avis d'un défaut, c'est qu'elle transfère des catégories humaines très humaines aux animaux. Alors c'est intéressant pour notre imagination, car pour voir ce que serait qu'une vie dans un monde non spéciste, il faut un peu d'imagination, puisque ça fait depuis tout le temps que c'est spéciste. Mais, et donc ça peut nous voir, oui, finalement, les résidents, les gens qui viennent travailler, c'est une question très contemporaine, les réfugiés, ils ont des droits. Ce n'est pas les droits de vote, ce n'est pas les mêmes que les citoyens, mais ils ont des droits, on ne peut pas faire n'importe comment. Eh bien, il y a un droit d'hospitalité, normalement. Eh bien, voilà, et avec les animaux, c'est pareil. Il y a donc des catégories de droits différenciés. Donc ça, c'est intéressant. Mais je crois que la théorie de Kymlicka manque de deux choses. D'une théorie plus globale qui soit adossée à une philosophie du sujet. Il plaque un peu la théorie de la multiculturalisme sur les animaux. Alors c'est super éclairant, mais il n'y a pas cette assise de pourquoi c'est comme ça, pourquoi les animaux comptent, et que finalement ils s'invitent à la table des négociations parce qu'ils font déjà partie de notre vie. Ce qui, à mon avis, renvoie à une philosophie que moi j'ai essayé de développer. Et il n'y a pas le volet institutionnel. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est bien, maintenant on fait comment ? Moi je crois qu'évidemment il y a une modification des institutions, car notre démocratie représentative, elle est faite pour servir les intérêts immédiats des hommes actuels. Les générations futures, les animaux, non, la nature. Donc il faut aménager. Ça a été fait en écologie par Dominique Bourg, et moi dans la nourriture, j'avais montré comment le faire à propos des animaux, sans que ce soit des mini-mesures, des micro-mesures qui servent à rien. Voilà, il y a tout un tas de choses. Merci Corinne Pelluchon.